Payer, commander un taxi, commander se faire livrer des courses, acheter un massage, regarder un concert, Rémi? consulter un docteur, s'assurer, jouer, payer son électricité. Rémi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fais là? Ah bah rien, bah je listais les fonctionnalités d'une super app. Ah, une super app? Qu'est-ce que c'est? Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Ça va et toi, Rémi? Bah ma foi, nickel. Sujet excitant aujourd'hui. Tu m'avais l'air bien préoccupé, donc j'aimerais que tu m'en dises plus sur ces super apps, parce que c'est un sujet qu'on connaît finalement peu en France et en Europe, je trouve. Exactement. Mais avant de ça, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement au début d'épisode? Eh bien, merci, chers auditeurs, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a le nombre d'écoutes et de vues sur YouTube qui grossit régulièrement, donc ça nous fait très plaisir. Merci aussi pour vos feedbacks. Et si on devait vous demander qu'une seule chose, ça serait quoi, Greg? Bah, une seule chose, deux choses. Allez, nous écouter, allez, et deux. puis juste derrière, nous noter. Et puis vraiment, si on peut vous demander qu'une seule chose, bah, notez-nous. Hein. Voilà, 5 étoiles, bien sûr. De toute manière, c'est de qualité. Chaque contenu est de qualité. Donc, non, voilà, n'hésitez pas. Et tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, là, cette semaine, que j'avais pas eu depuis très longtemps, et qui m'a dit, bah, écoute, j'écoute ton podcast et tout. Et puis, Ça moi, fait plaisir. alors vraiment, j'écoute pas tout, mais du coup, quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'adore écouter. En plus, c'est rapide et tout, quoi. Et c'est vraiment ça l'idée, hein. C'est vraiment que, voilà. Peut-être que vous adorez nos voix et vous pouvez écouter toutes les semaines, et là on vous remercie. Mais on est bien conscient qu'il y a certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres, et ça nous a... Voilà, c'est aussi pour ça qu'on découpe les choses par sujet. C'est beaucoup plus simple derrière de les partager, et puis voilà, on rentre vraiment dans le fond, le sujet par sujet. Donc on a un beau sujet cette semaine qu'on n'a jamais traité, et c'est les super apps. Mais du coup, Rémi, est-ce qu'on commencerait pas par définir ce qu'est une super app? C'est quoi la différence entre une app et une super app? Est-ce que c'est une app qui a une cape ou qui a un slip qui porte un slip par-dessus son pantalon? Téléphone. Ouais, exactement, c'est ça. Ok, donc épisode terminé. Voilà, merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, qu'est-ce que c'est une super app? Excellente question, Greg, merci. Ça consiste à mettre le maximum de services au sein d'une seule et même application. Donc application mobile, bien sûr, sur Android, iOS, etc. Et ça va surtout se faire via des mini-apps qui permettent plusieurs choses. Le premier, c'est que comme c'est des mini-apps qui vivent au sein d'une même app, elles se chargent hyper vite. Donc c'est très rapide à les ouvrir parce que ça ne nécessite pas d'aller ouvrir une autre app. Normalement, il y a une expérience utilisateur qui est vraiment géniale parce que on n'a pas besoin de les charger, les télécharger, penser à les télécharger vu qu'elles existent au sein de cette app. C'est très bien intégré. Mettons que vous avez déjà un compte sur l'app principale, eh ben vous allez très facilement pouvoir synchroniser ces données-là avec la mini-app. Et côté entreprise qui veut créer la mini-app pour s'intégrer dans cette super app, ça coûte vraiment beaucoup moins cher que de créer une application parce qu'on peut se baser sur toutes les fonctionnalités et API qui ont été créées au sein de la super app. Typiquement, il n'y a pas besoin de recréer un système d'authentification, un système de paiement. Tous ces trucs-là, en fait, sont déjà portés par l'app principale et donc c'est beaucoup plus rapide à déployer derrière. Exactement. Et donc, le but, c'est de pouvoir proposer un écosystème d'applications au sein d'une même app qui va, faciliter la vie de l'utilisateur. C'est vraiment ça le but. Le bénéfice de l'utilisateur, il a une seule application à télécharger, un seul compte, et il va pouvoir faire, regarder des vidéos, commander un taxi, la liste que j'ai énumérée en introduction, entre autres, bien sûr. Pour l'entreprise qui crée la super app, là, c'est assez magique. Parce que vous allez avoir des utilisateurs qui sont captifs, vu qu'ils n'utilisent que votre application. Et donc, vous allez pouvoir leur filer des services, plein de services différents, et à chaque fois récupérer votre DIM éventuellement, si c'est des entreprises externes qui sont inscrits. Quelques risques dont on pourra parler plus tard, mais moi je pense notamment à l'abus de position dominante. Forcément, c'est une seule app qui sait tout de vous. C'est un peu gênant. Et mettons que cette application se fasse pirater, si vous perdez, là vous perdez absolument tout. Si vous avez, sauvegardé vos photos, mis vos coordonnées bancaires, etc. Tout est lié, quoi. Ouais, c'est un peu chaud.
Mais les super apps ne naissent pas super apps, elles le deviennent. À l'origine, la plupart des grandes dont on va parler tout à l'heure, c'était souvent soit des applications de paiement, soit des applications de chat, donc de communication, genre WhatsApp, ou de commandes de taxi. Et souvent, sur ces applications, notamment de chat et de taxi, elles ont rajouté une fonctionnalité clé qui est le fait d'ajouter une solution de paiement. Et grâce à ça, elles peuvent monétiser tout un tas d'autres services à côté, proposer à d'autres entreprises de se plugger sur leur maintenant super app et du coup là exploser en termes de chiffre d'affaires et de captivité de leurs utilisateurs. Parce que le principe d'une application, d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Et pour cela, le meilleur moyen, ça reste quand même à un moment donné d'être capable d'aller se brancher sur ton compte en banque et donc d'avoir une solution de paiement qui est directement connectée et sur laquelle t'as pas à rentrer à nouveau tes coordonnées bancaires, tes coordonnées de livraison, etc. On sait à quel point ça peut être quelque chose qui freine dans les expériences d'achat. C'est une des forces d'Amazon, hein, c'est que justement, voilà, ils ont rendu possible l'achat en un clic. Et donc, c'est vraiment ça que tu dis, c'est qu'à partir du moment où on a simplifié ce paiement, en fait, derrière, aller plugger des services additionnels, c'est beaucoup plus facile. Le plus dur, quelque part, il a été fait, c'est de donner sa confiance à une app et de rentrer ses coordonnées de paiement. Derrière, tu rajoutes des services qui viennent comme des services additionnels, mais qui sont du coup beaucoup plus fluides en termes d'intégration. Tu as raison de le préciser. Exactement. Et donc ça fait rêver énormément d'entreprises, notamment PayPal ou Facebook, qui sont des entreprises qu'on connaît bien. Déjà au sein de ce podcast pour en parler. Enfin, quoique PayPal, on n'en parle pas trop. PayPal, moi, ouais. Mais Facebook ou Twitter ou Snapchat, c'est des sociétés qui ont très très envie de devenir ce genre de société parce que pour pouvoir avoir gagné encore plus de temps de cerveau disponible de leurs utilisateurs. Mais c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que ça se fait pas d'un coup. Parce que déjà, si on essaye d'ajouter des fonctionnalités qui n'existaient pas sur une application existante, il faut qu'il y ait de la pertinence parce que l'utilisateur, mettons, je sais pas, moi j'ai téléchargé Facebook pour rester en contact avec mes amis. Si demain Facebook fait un service de vidéo à la demande, bah ça me rajoute un onglet, ça pourrit un peu l'interface. Moi j'en ai rien à faire, j'ai déjà Netflix par exemple. Et donc c'est un des points aussi, c'est que la navigation dans l'application, il faut qu'elle reste facile et simple parce que si l'utilisateur il est submergé de possibilités, bah il risque de désinstaller tout simplement l'application. Et l'autre nécessité, c'est d'avoir aussi des partenaires, parce que l'entreprise, elle peut pas du jour au lendemain devenir e-commerçant, créatrice de contenu, etc. Donc il faut avoir des partenaires, des marques qui vont vendre des produits, des chauffeurs de taxi qui vont se plugger à l'app, des livreurs, voilà, c'est tout un cercle de partenaires. Donc c'est pas quelque chose qui est très très simple et notamment qu'on connaît pas trop en Occident. Et du coup, alors, est-ce que tu as des exemples notables de super apps, histoire de rendre les choses un petit peu plus concrètes ? Exactement, que vous pourrez télécharger juste après avoir écouté ce podcast. Oh. En fait, tous les succès des super apps, ils viennent surtout d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est, pour plusieurs raisons. Parce que la plupart de la population a pas forcément un smartphone hyper puissant. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir, 40, 50, 100 apps sur notre téléphone. Mais là-bas, pas forcément. Et du coup, si on peut économiser au maximum la mémoire du téléphone, ça peut, tout en gagnant, en rajoutant des applications, des possibilités, pardon, ça peut aider. Et l'autre point intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de banque. Et d'ailleurs, donc les super apps fonctionnent très bien en Asie, mais également en Amérique latine, où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de banque, et en Afrique. Et là, la possibilité de créer une sorte de banque mobile, d'avoir un wallet, un portefeuille électronique, a beaucoup aidé de nombreuses apps à décoller en proposant tous ces services. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme application ? Il y a Line, la première, qui est très utilisée, qui est née en 2011 au Japon. Et c'était tout simplement une sorte de WhatsApp. On pouvait juste s'échanger des messages, des photos. Actuellement, il y aurait dans les 165 millions d'utilisateurs entre le Japon et l'Asie du Sud-Est, et pas mal en Asie du Sud-Est, en Thaïlande. C'est bloqué en Chine, donc ils peuvent pas conquérir ce marché-là, et on va voir pourquoi. Et parmi les services, et laissez-là, préparez-vous pour la liste. La liste au Père Noël. Ah ouais, et c'est fou, quoi. Donc il y a le chat normal, il y a la possibilité d'appeler en vidéo ou avec la voix, l'envoi de stickers, ça c'est très marrant. Donc là on le connaît depuis quelques années maintenant,
sur WhatsApp ou sur, je sais pas si tu utilises Signal, sur où Snapchat. il y a des, alors j'utilise pas trop Snapchat, mais possible. En fait, on utilise beaucoup de stickers. Et ces stickers, ils sont créés par des artistes ou des entreprises qui vont les vendre sur le store. Et ça, c'est un énorme business. Line, par exemple, ils ont créé des mascottes. Au Japon, ils aiment beaucoup les mascottes. Les Line Friends, sur lesquels, alors si je me souviens bien, il y a une sorte d'ours en peluche géant, un lapin. Et ça, c'est les Line Friends. Et désormais, ils vendent, il y a des boutiques au Japon qui vendent des produits dérivés de ces Line Friends. Donc c'est des petits bonus qui viennent s'ajouter. Et donc, si on revient à la liste, la possibilité de payer, bien sûr, se faire livrer de la nourriture, un truc qui est marrant, se faire Lire l'avenir. Pardon, ouais, lire l'avenir, voilà, merci, exactement, ça, je trouvais ça plutôt rigolo. La possibilité de lire des mangas, et ça, un partenariat via Webtoon qui apparaît. Si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode 40, donc de la semaine dernière, d'Encore un podcast tech. Un service de télémédecine et de prise de rendez-vous, donc comme Doctolib en France. Un service de musique, un service d'investissement de finances, des assurances, du live streaming, et bien sûr tout un pack de solutions pour les professionnels, d'intelligence artificielle, de services clients, de création de sites web. Un exemple qui est pas mal, c'est celui de Starbucks. Sur leur page, en fait, directement quand vous êtes dans l'application, vous pouvez acheter des cartes Starbucks pour aller les dépenser dans les magasins, voir le menu, commander directement, trouver des magasins. Donc c'est vraiment une app dans l'app, quoi. C'est assez marrant. C'est au lieu de télécharger l'application Starbucks pour faire ça, en fait, tu peux faire ça directement dans Line. Dans Line, t'as juste une application et t'as tous tes services. Ouais, exactement. Énorme. Et en fait, je pense que on disait tout à l'heure, il faut pas que l'interface, elle se complexifie et qu'elle devienne trop, voilà, qu'il y en ait partout et qu'il n'y ait pas de rapport entre les différents services. En fait, ça dépend, je pense, beaucoup du mode de développement de ces applications. C'est-à-dire que si elle t'amène un service qui n'existe pas ou peu ailleurs, typiquement, on prendra peut-être l'exemple un peu plus tard, mais la livraison de nourriture ou ce genre de choses. Quand en fait tu vas avoir le choix entre utiliser l'application qui a déjà ta carte bleue et qui te sert sur 4-5 usages et aller en installer une nouvelle qui fait le même service mais qui fait que ça, en fait tu vas avoir un effet volume qui va te permettre finalement assez logiquement et organiquement de pousser tes utilisateurs vers des nouveaux services. Dit autrement, quand t'as Uber Eats, c'est beaucoup plus quand t'es Uber, c'est beaucoup plus simple de te faire aller sur Uber Eats que de te dire il faut aller sur Deliveroo. Donc voilà, Deliveroo est obligé d'utiliser d'autres mécanismes pour te capter, notamment des codes promo, etc. Mais en fait, voilà, il y a quand même une prime à celui qui a en premier ta carte bleue. Exactement, parce que ça évite de recréer un nouveau compte, de réenregistrer ses coordonnées bancaires sur une autre application, donc c'est vrai que ça facilite grandement les choses. C'est clair. Le deuxième... donc il y a une liste de services qui est quand même très très variée. Ouais, c'est incroyable. Et le problème, c'est, alors du coup, moi j'utilise l'application parce que j'ai des amis qui sont au Japon et qui l'utilisent. Et le problème, c'est qu'en France, on est bloqué, on n'a pas accès à tout le catalogue. Donc t'as pas mal de services qui sont pas valides. D'accord, pas activé. J'ai pas pu tester pour voir l'étendue des éléments. Mais c'est assez fou. Allez, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de Line et vous allez voir le nombre d'icônes qui représentent chacune application. C'est incroyable, quoi. Il y en a plein. On dirait en fait c'est un vrai écosystème, quoi. Vous faites tout. L'autre, le plus connu, c'est peut-être WeChat, qui est aux États-Unis. Donc lui, beaucoup d'utilisateurs. En Chine, oui, pardon, en Chine. Surtout pas aux États-Unis. Non, pas vraiment. 1,24 milliard d'utilisateurs. Enfin, c'est pas mal. Il a été lancé en même temps que Line, donc en 2011. C'est un outil de surveillance massif du gouvernement parce que tout ce que vous allez faire dessus, ce que vous allez voir, entendre, écrire, filmer, il peut être lu par le gouvernement. D'ailleurs, je vous enjoins à écouter l'épisode 30 de la saison 2 d'Encore un podcast tech pour voir à quel point ce que fait le gouvernement chinois est assez incroyable, effarant, fou, en termes de tout ce qu'on peut, toutes les données qu'on peut capter sur les utilisateurs. Et là, l'application, imaginez sur un plateau, quoi. Ouais, voilà, c'est toutes les applications que vous utilisez vous sur votre téléphone.
vos mails, etc., bah, qui soit centralisé sur un seul outil et que le gouvernement puisse aller voir ce que vous faites quand vous voulez. Et c'est également un gros outil de censure. Vous pouvez être directement censuré, vous êtes en train de taper quelque chose, vous postez, puis ça va pas être posté parce qu'il a été automatiquement censuré et ils utilisent des algorithmes pour nettoyer tout ça. Ça fait un peu flipper, quoi. Le service est bloqué en Inde et seulement en Inde. Il a été bloqué un temps en Russie. Du temps de Trump, il avait tenté via une ordonnance de faire bloquer l'application, mais sans succès. Donc pour l'instant, il continue. Et c'est marrant, j'ai l'impression que c'est une application qui passe beaucoup plus sous le radar que TikTok, par exemple, dont on parle je suis beaucoup. d'accord. Alors que je trouve ça un peu pire quand même, WeChat, vu que c'est un ensemble de services et t'as la solution de paiement dessus, t'as tous tes contacts, tout ce que tu écris. WeChat, c'est essentiellement utilisé en Chine, c'est ça? Ouais, mais tu dois avoir pas mal de ressortissants chinois qui l'utilisent pour discuter avec la famille en Chine. Enfin, je pense qu'en fait, c'est très t'as raison hein, de le mentionner, mais à mon avis, c'est très tordu. C'est que, en gros, comme c'est une solution chinoise utilisée majoritairement par des Chinois, bah en fait, ça émeut pas grand monde. Alors que t'as raison, il y aurait de vraies raisons de s'en émeuvoir. Là où que t'as un TikTok qui est un des leaders mondiaux des réseaux sociaux désormais, qui est du coup issu d'une société chinoise. Là, ça fait plus réagir parce que voilà, t'as beaucoup plus d'enfants. Tout le monde l'utilise, notamment les ados, les enfants. Ouais. Exactement. Donc, je pense que t'as ce biais-là effectivement qui fait que WeChat est plutôt pas trop tranquille, inquiété, voire même pris en exemple. C'est sûr. Et donc, si je peux faire une petite liste de services, je vais pas tous les faire, hein, mais bien sûr, on a les messages, on a le solution de paiement qui est énorme là-bas. Et je sais pas si ça fait longtemps que j'en ai pas vu que ça fait longtemps que je suis pas allé dans les quartiers touristiques de Paris où j'habite. Mais t'as pas mal maintenant sur les devantures des magasins un petit logo WeChat parce que les Chinois, les touristes qui viennent en vacances en France, ils peuvent payer directement avec leur application. C'est magnifique. Ouais, du coup. C'est fou. C'est un vrai élément différenciant. Oui. C'est simple en fait. C'est un réseau social, vous pouvez créer un utilisateur, vous pouvez accéder à Moments, qui est le feed comme sur Facebook ou Twitter. Vous avez une version entreprise qui fait un réseau social d'entreprise plus LinkedIn, toutes les fonctionnalités, genre le chat, vous pouvez prendre vos vacances, vous pouvez gérer vos notes de frais. Donc c'est énorme. Prendre des vacances en Chine, ils ont l'option. Bah si, pour venir dépenser sous en France. Si. Ok, d'accord. Et il y a aussi des mini-apps dans l'application dont on parlait en intro, où les entreprises peuvent créer des services supplémentaires, des jeux. Et en 2020, il y en aurait 3,2 millions. Donc c'est voilà, pas mal. Et WeChat Channels, qui est de la vidéo et du live. Et en 2021, il y a eu le concert de Westlife. Moi, je me souvenais absolument pas de ce groupe. Mais voilà, apparemment, ils font encore des concerts en Chine, qui a été suivi par 27 millions de viewers. C'est énorme. À l'échelle de la Chine, c'est pas énorme, mais non, c'est vrai, c'est un petit bourgade. Mais voilà, sur l'échelle de la France, c'est comme si tu avais une personne sur deux qui regardait ça, quoi. C'est exactement. Ok, donc très varié à la fois pro et perso, donc WeChat et qui est là depuis plus de 10 ans, donc bien enraciné, bien implanté en plus. J'imagine. Et ensuite, on a Gojek, qui est encore issu du Sud-Est, mais dont on a peut-être entendu moins parler. Il est évalué à 10 milliards de dollars. Il est présent dans 5 pays principalement, Indonésie, Vietnam, Singapour, Thaïlande et Philippines, et il vient d'Indonésie. C'est la première licorne en Indonésie, et c'est aussi la première décacorne, donc valorisée plus de 10 milliards de dollars, d'Indonésie. Et à l'origine, c'est ça qui est marrant, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir. C'était un call center pour mettre en relation les clients et les coursiers quand vous voulez faire livrer un colis, et les taxis de roues. Et en 2015, ils ont lancé les apps dans l'app et ils ont plus de 23 services. Donc le paiement, c'est le premier service de taxi de roues avec 1 million de chauffeurs qui ne sont néanmoins pas employés, mais ils sont partenaires de l'app. Livraison de nourriture, achat de tickets pour aller voir des concerts, un truc marrant, Go Massage pour aller commander des massages, Go Bills qui vous permet de payer votre électricité ou acheter des assurances, Go Play et Go Studio, jeux vidéo et contenu, et Go Pertamina qui est de la livraison d'essence. Voilà, vous pouvez vous faire livrer d'essence de la chaîne qui, je pense, s'appelle Pertamina, ce qui est plutôt
Énorme. original. Mais vraiment, c'est marrant parce que c'est adapté aux pays dans lesquels ils sont. J'imagine qu'il y avait ce besoin-là de se faire livrer des France, et du coup, Exactement. Et on va puis rajouter l'app. effectivement, Indonésie, Vietnam, Singapour, Thaïlande, c'est quand même des pays assez proches en termes de culture, et pour autant différents de la Chine, donc suffisamment différents de la Chine. Mm. Donc oui, tu pourrais te dire effectivement, il y avait un vrai besoin d'avoir un regroupement Ouais. comment dire, de services un petit peu en commun, et en plus en termes d'utilisateurs, ça fait quand même quelques centaines de millions d'utilisateurs, tout ça. Donc Ah voilà, ouais, ouais. il y a de quoi faire un business rentable, effectivement. Après, voilà, je pense que c'est typiquement le genre de service que t'es pas prêt de voir arriver en France, parce que c'est tellement fait Ouais. pour ce marché-là que bah, ça peut leur suffire, en fait. Hein. Non, Puis ils ça sont c'est sûr. leaders là-dessus. Ok, alors du coup, Ouais. on voit que c'est super développé en Asie. Est-ce qu'on a des équivalents en Occident, Rémi? Eh ben, pas vraiment, et ça peut venir de plusieurs faits. Déjà parce qu'on a l'exemple que je donnais tout à l'heure pour l'Asie, où ils ont des téléphones moins puissants, et donc il faut aussi économiser un peu la place historiquement. Nous, on a l'habitude, on a toujours eu des smartphones plutôt puissants, même le bas de gamme, donc on a plein d'applications dans tous les sens. Et si je prends l'exemple, par exemple, côté, si je regarde dans mon téléphone et que je regarde pour les applications finance, j'ai Hmm. mes applications de banque, j'ai Google Pay pour payer, j'ai PayPal pour payer, j'ai Lydia pour payer, j'ai Linkso pour agréger mes comptes, et j'ai quelques wallets crypto. Et tout ça, en fait, je le vois. Enfin, moi, ça me dérange pas d'avoir une application par élément, parce que sinon, ça serait peut-être le bazar à gérer. Plus, je pense, de lier toutes ces applications en une seule app. Et côté confiance, je sais pas si j'aurais envie d'avoir cette application qui a accès absolument à tout, en fait. Donc, Ah, alors, il y en a une quand même que je vois dans la liste qui me fait ah, forcément ouais, réagir. C'est Lydia, ouais, puisque, enfin, je la place un petit peu, moi, au-dessus de tout ça, d'un point de ouais, vue tout à usage, fait, puisque Lydia, justement, je pense qu'a clairement l'ambition d'être absolument. la principale super app de finance aujourd'hui, puisqu'en fait, elle a intégré, alors, plein de services au fur et à mesure. Hein. Bah, c'est parti de se partager des paiements. Maintenant, tu Mm, peux faire des cagnottes, tu peux payer directement avec Lydia, tu peux souscrire à des assurances, tu peux épargner, tu peux faire de ouais, la crypto également. oui. Donc en fait, je pense que c'est ce qui ressemble le plus, Lydia, à ma connaissance en tout cas, à une super app de finance en France en tout cas. Mm. Mais Et- c'est exactement ce que s'est dit PayPal. La tendance globale, c'est que c'est plutôt ces nouvelles applications de finance qui ont envie de devenir des super apps, parce qu'elles ont leur cœur, c'était le wallet électronique, d'avoir accès à vos finances. Et comme on l'a vu en intro, c'est ça qui vous permet de vous développer vers d'autres services. Donc Lydia est dessus, PayPal est aussi en train de vouloir devenir en tout cas une super app avec pas mal de services qu'ils proposent, pas encore en France, mais aux États-Unis. Mais après, je sais pas si c'est utilisé ou pas. En tout cas, ces applications, elles ont tout intérêt à aller vers ce côté super app, parce que elles vont pouvoir, enfin, la plupart de leurs moyens, leurs services sont gratuits. Enfin, genre Lydia, moi, je l'utilise Hmm. sans payer. C'est vrai qu'à un moment, faut vivre, hein, ma bonne dame. Donc, le fait de pouvoir proposer des mini-apps au sein de leur app va pouvoir leur permettre d'accéder à plus de sous, tout simplement. Et puis ça a vachement de sens en fait, je trouve là pour la finance, parce que autant les applications bancaires aujourd'hui elles sont quand même limitées sur leur périmètre Mm. voilà, et autant maintenant tu as la possibilité, comme c'est le cas avec Linkso, de d'aller lire le contenu de tes comptes en fait, de différentes parce que c'est ça que fait Linkso, hein. Mm, C'est que mm. Linkso tu vas le brancher sur tes différents comptes et il va être capable de jouer un rôle d'agrégateur et de lier et de rajouter des fonctionnalités dessus. Alors, du coup, ça veut dire que tes données, en fait, euh, de consommation, etc., et puis un certain nombre d'opérations, tu n'as plus besoin de ton application bancaire pour la faire, sauf certains trucs assez spécifiques. Mm. Et si c'est juste de la consultation, tu peux le faire, ou du virement, tu peux le faire depuis potentiellement ces applications-là. Et tu peux te dire, bah, ça peut devenir hyper intéressant d'avoir au même endroit bah, les petites cagnottes que je fais pour un anniversaire, des systèmes qui me permettent de mettre de l'argent de côté avec des systèmes d'arrondi, par exemple, sur mes dépenses ou quoi. Ouais. Ça existe très bien, notamment
sur N26, je crois qu'ils font des choses un petit peu comme ça. Également, tu peux imaginer, se lancer sur de la crypto. Moi, les seuls cryptos que j'ai achetés, c'est via Lydia, parce qu'en fait, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as directement, c'est intégré au système. Alors, t'as pas la même offre et c'est pas aussi complet qu'une app dédiée, mais par contre, pour débuter, en fait, c'est très 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 simple. T'as pas besoin de rentrer tes coordonnées bancaires, elles sont déjà dans le truc. T'as pas besoin de créer un nouveau compte, donc ça c'est assez fluide. Et du coup, voilà, ça peut être vraiment un des agrégateurs. Et puis demain, effectivement, souscrire une assurance ou même investir dans des projets immobiliers, tu pourrais tout à fait imaginer, de plugger ça pour avoir vraiment cette vue globale sur tes finances que tu as pas aujourd'hui, quoi, et qui est quand même un enfer à gérer, à centraliser, et puis ça pose plein de problèmes demain quand tu as des logiques de succession, etc. Pour retrouver tous les accès d'une personne et tout l'argent qu'elle a à gauche ou à droite ou quoi, ça peut être des problèmes. Donc voilà, c'est super app. Si elles jouent un rôle effectivement de hub, je trouve qu'elles ont vraiment un coup à jouer sur la partie finance. Et Lydia, Oui, non, c'est sûr. C'est tout en tout cas en France. Ouais, et pas seulement, en fait, la plupart, là je regardais vite fait, mais t'as pas mal de grosses entreprises qui sont là dans la finance depuis quelques années et qui ont commencé une frénésie d'achat qui n'ont pas forcément à voir avec leur cœur de métier. Notamment, il y a quelques années, American Express, ils ont acheté un service de réservation. Enfin voilà, c'est assez logique parce qu'ils avaient déjà des activités de concierge. Vous pouviez les appeler pour acheter des tickets pour un super concert, etc. JP Morgan qui a acheté Zagat, qui est, alors on l'utilise pas trop en France, mais aux États-Unis sur les restaurants vous avez plein d'autocollants Zagat, qui est un sorte de ah bah mince, du coup j'ai oublié le nom de service en France, genre alors pas la fourchette, mais TripAdvisor ou en gros quelque chose qui va vous permettre de noter les restaurants. Et un truc qui a aussi fait lever les sourcils, c'est Square, donc l'application de Jack Dorsey de finance, qui a racheté Tidal, la plateforme de musique lancée par Jay-Z. Jay-Z notamment. Ouais, je crois. Ouais. Et il y a eu quelques rumeurs, je crois que c'était l'année dernière, de PayPal qui souhaitait racheter Pinterest. Et ça s'est pas fait. Ah ouais, complètement. Mais n'empêche que il commence à y avoir des pièces où ces entreprises qui ont déjà nos moyens de paiement soit essayent d'investir d'autres secteurs. Alors pour le coup, PayPal, Pinterest, je trouve que c'est une super idée. Enfin, super idée pour eux. PayPal, oui, pour le paiement derrière. Ouais, pour le paiement, le e-commerce, t'as une plateforme de curation, tu peux enregistrer, enfin, savoir ce que tes consommateurs aiment, n'aiment pas. Ouais, donc c'est pas mal. Je le voyais pas tout de suite, mais effectivement, avec l'exemple que tu viens de donner, ça fait sens. On verra ce que ça donne. En tout cas, sur les rails, il y a également Facebook qui est très chaud pour devenir une super app, mais là, je pense que c'est les seuls. Il y a que Marc qui est chaud. Nous, on n'est pas très très chaud de donner tout ce qu'il y a. Mais juste, excuse-moi. Entre parenthèses, il a déjà avancé un certain nombre de pions là-dessus, puisque il a unifié les comptes Facebook, les comptes WhatsApp, les comptes Instagram. Il avait comme ambition, alors je crois pas qu'il a réussi pour l'instant, de fusionner ces messageries, c'est-à-dire de les rendre interopérables. Voilà, derrière il y a quand même une logique d'essayer de fusionner un certain nombre de services pour justement capter encore plus de données et puis ne plus avoir les choses cloisonnées. Donc ils ont les moyens, enfin honnêtement ils auraient les moyens de le faire, Facebook, mais il y a un vrai sujet de mais je pense que c'est politique, politiquement ça sera plus difficile à vendre. Exactement. C'est ça, on en revient très regardé. Voilà, à la gestion des données personnelles, une entreprise qui a déjà fait quand même pas mal de bêtises comme Facebook, s'ils commencent à avoir vos données de paiement, ils savent tout ce que vous achetez, ça va devenir où vous vous déplacez. Enfin déjà, je pense que Facebook, l'application, déjà, voilà, c'est où on est. Mais si en plus ils sont liés à un service genre Uber, ils savent exactement tous les déplacements qu'on fait, quand on les fait. Ça fait une montagne de données, mais tellement énorme pour un seul acteur qui est déjà un peu louche, que c'est chaud. Donc en Chine, ça passe très bien, parce qu'ils s'entendent bien avec le gouvernement. Mais sous nos contrées, je suis pas sûr qu'on soit encore prêt. Et l'autre point, le risque, c'est qu'au final, vous avez un seul super acteur qui est tout seul, quoi, et donc qui est une solution ultra dominante, qui est
hyper difficile à rattraper pour d'autres entreprises qui souhaiteraient se positionner sur les mêmes services parce que il a déjà tout. Donc pour nous consommateurs, ça va être difficile de changer, de passer à une autre application. Peut-être juste aussi pour terminer sur les exemples, Rémi, il y en a un qu'on a peut-être cité rapidement, mais c'est Uber. Uber, Oui. pour moi, est celui qui se rapproche aussi le plus, qui prend Bien le sûr. plus la route d'une super app, puisque aujourd'hui, quand tu, avec un certain nombre de croissance interne ou externe avec des rachats, aujourd'hui, Uber, quand tu ouvres l'application, tu t'en rends bien compte, elle s'est largement complexifiée ces derniers mois, puisque désormais, tu ne peux pas juste commander un taxi avec le truc, tu peux lancer une livraison, tu peux également réserver une trottinette ou un vélo, et j'en passe. Et Uber a annoncé justement lancer des expérimentations, notamment au Royaume-Uni, pour que tu puisses directement planifier et acheter des trajets en bus, en train, en avion, et voire même louer des véhicules. Donc voilà, ils veulent vraiment aller devenir l'app de mobilité au sens large, beaucoup plus largement que c'était le cas à l'origine. Et eux, c'est l'exemple qu'on dit tout à l'heure, hein, ils ont quand même certains avantages, et donc voilà, c'est plus facile à intégrer derrière. Mais moi, ça m'a choqué il y a quelques mois quand j'ai ouvert l'app à l'occasion d'une mise à jour, de voir plein d'autres onglets. Et c'est là que tu réalises à quel point effectivement Uber a étendu le périmètre de ses missions et de ce qu'il couvrait, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est exactement. Ils ont déjà nos moyens de paiement, donc ils peuvent après s'étendre à beaucoup de choses, quoi. C'est clair. Exact. Et alors, voilà. Du coup, est-ce que tu as compris ce qu'était une super app, du coup, Greg ? Écoute, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je sais pas du coup où est-ce qu'on verra popper la première vraie super app en Europe ou en Occident, mais j'ai quand même l'impression que ça. J'irais plutôt chercher du côté de la mobilité ou éventuellement de la finance. Alors il y en a un qui a essayé d'être super app, hein, il y a quelques mois, je sais pas si tu t'en souviens, Rémi, c'est SNCF Connect. Ah. C'est vrai. Donc voilà, on en a parlé du coup dans l'épisode alors attends, c'est quoi le numéro de l'épisode ? Je vais le retrouver. Eh bien, Nathan, tu sais qu'il y a 2 semaines, je l'ai utilisé pour la première fois depuis des années. Parce que de je devais prendre un billet. SNCF Connect ou l'épisode ? Ok. SNCF Connect. Non, l'épisode, non. Sinon, je t'aurais dit le numéro. Et c'est encore la galère, en fait, parce que t'as une barre de recherche. Et du coup, je voulais aller à Clermont. Non, à Brive. Et je tapais, je veux aller, de Paris à Brive. Et ça a planté. Ça a planté plein de fois. Et il y a un moment, ça a marché, mais je sais pas comment ça a marché. Donc l'épisode du 17 mars 2022, voilà. Petit bilan d'un fiasco. Voilà, je vous recommande d'aller jeter un œil. Et voilà, écoute, on a fait le tour du coup du sujet, je crois. Absolument, je crois. Ok, Rémi, écoute, merci en tout cas de nous avoir introduit au principe, au concept de super app. On sera plus vigilant quand on voit arriver ça, mais c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, ça a pas mal d'avantages assez simples à identifier. Et du coup, quel est le sujet de la semaine prochaine, Rémi ? De quoi on parle ? Eh bien, on va parler du second cerveau, la façon, comment est-ce qu'on pourrait sous-titrer ça ? Comment est-ce que vous pouvez vous souvenir de tout et l'utiliser ? Exactement. Donc voilà, et quels outils pour faire ça ? Donc voilà, sujet passionnant, très gros morceau. Très gros morceau. Donc vraiment, je vous encourage. Si vous ne savez pas ce qu'est la notion de second cerveau, vous verrez, c'est juste passionnant par rapport à nos usages numériques et l'infobésité, etc. Il y a des vraies belles choses à faire et à activer. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine. Eh ben, impatience. Salut Greg. Salut Rémi, à la semaine prochaine. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.